Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update lecture dans lequel on va parler exclusivement de mes lectures du mois de septembre. Et quel plaisir de renouer avec la lecture. Bon, on finira quand même avec un petit échec parce que parce qu'apparemment je peux pas m'en empêcher, mais il y a quand même 3 bonnes lectures que je trouve vraiment très cool dans cette update et ça fait du bien d'enfin terminer des bouquins que j'aime bien. Franchement, c'est trop bien. Le premier, donc, je vous en ai parlé en vlog, c'est Les enquêtes de Jane Austen, le tome 1, Le fantôme de l'abbaye de Julia Golding. Ici, donc, on va suivre la jeune Jane Austen, elle doit avoir, je sais pas, 15-16 ans. Après le vlog, j'ai un peu vérifié et il me semble qu'ici, sa famille est un petit peu différente que dans la réalité. Ici, c'est la plus jeune de toutes, alors qu'il me semble que... j'ai vérifié, mais je suis plus sûre. Mais il me semble que dans la vraie vie, elle avait un petit frère. Mais bref. En gros, on suit donc Jane Austen qui a 3 ou 4 grands frères. En fait, c'est assez flou parce qu'il y en a un des 4 qui a été adopté par une autre famille, mais qu'elle dit quand même c'est très bizarre. Mais bref, en gros, elle a 3 ou 4 grands frères qui sont pas ultra importants dans l'histoire non plus, et une grande sœur. Et au tout début, elle est en balade avec sa grande sœur qui s'appelle Cassandra, je crois. Et puis elle rentre chez elle. Il y a eu un petit accrochage, un petit accident avec les voitures de l'époque. Et donc elle rentre chez elle et leur mère est catastrophée parce que Cassandra a été invitée à l'abbaye qui est juste à côté. Juste à côté. Le trajet de l'époque, c'est pas non plus hyper rapide, mais c'est pas non plus très très loin, vous voyez. Et donc l'abbaye est habitée par une famille hyper influente, hyper riche, que pas mal de monde connaît. Et cette famille donc a invité Cassandra, la sœur aînée de Jane, à venir passer une semaine à l'abbaye parce que il y a pas mal d'événements organisés cette semaine-là. Et du coup, la propriétaire, il me semble qu'elle est comtesse, un truc comme ça. A besoin d'une espèce de femme de chambre ou d'assistante un peu, mais ça s'appelle pas une assistante à l'époque évidemment. Sauf que Cassandra du coup s'est blessée dans ce fameux accident et ne peut pas aller à l'abbaye. Donc sa mère va décider d'envoyer Jane à sa place. Et donc on va suivre Jane qui débarque dans cette abbaye là. Sur le trajet, elle est accompagnée par son frère parce qu'on est à une époque où les jeunes femmes ne peuvent absolument pas voyager toutes seules, c'est absolument inconcevable. Donc son grand frère l'accompagne et il lui parle d'une légende sur cette abbaye comme quoi elle serait hantée et donc il y aurait un fantôme. On suit, je rappelle, Jane Austen qui est totalement rationnelle quand même comme personne et qui n'y croit absolument pas et qui va plus ou moins enquêter sur le fantôme. Je l'ai dit en vlog, pour moi c'est pas du tout une histoire de fantôme. Oui, on parle du fantôme en fond et il y a quand même une mini enquête là-dessus, mais le cœur de l'histoire c'est la découverte de Jane, par Jane, de cette famille, donc le père, la mère, le fils. L'événement qui est organisé c'est l'anniversaire du fils, et puis comment sont traités les domestiques, comment fonctionne cette maison en fait, parce que Jane vient elle d'une famille assez pauvre et assez paysanne, elle n'est pas habituée à avoir ces grandes maisons, ces grands espaces, ces domestiques, il y a une écurie avec plein de chevaux, etc. etc. Donc c'est un peu la découverte de ce monde-là par Jane, et c'est ce que moi j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de suivre Jane Austen alors que moi je sais qui elle est, mais les personnages qu'elle côtoie ici ne savent pas qui elle va devenir pour eux. Vous voyez, ce décalage était assez chouette et franchement j'ai bien aimé la suivre, ça se lit quand même assez vite. J'ai pas été tant déçue que ça qu'on soit pas vraiment dans une histoire de fantôme parce qu'on reste avec un personnage qui a réellement existé, un personnage qu'on sait être plus ou moins rationnel quand même, à savoir Jane Austen. Et puis ouais, franchement j'ai bien aimé suivre la jeune Jane Austen. Elle est aussi insouciante et un peu effrontée comme on peut se l'imaginer de ce qu'on sait aujourd'hui de sa vie. Et ouais, franchement j'ai bien aimé, à tel point que quand je suis passée en librairie, j'ai regardé s'il y avait le tome 2, mais j'étais dégoûtée parce qu'il n'y avait pas le tome 2, il n'y avait que le tome 3. Et si le tome 2 y avait été, je l'aurais acheté neuf. J'achète extrêmement rarement des livres neufs, mais là si je l'avais vu, s'il avait été dans les librairies, je l'aurais pris. Mais bon, je parle plus parce qu'il n'y avait que le tome 3. À ce jour, il n'y a que 3 tomes de sortie. Je sais pas s'il y aura un 4e tome ou pas. Mais en tout cas, je crois que le 2e tome, c'est une histoire de bal. En tout cas, c'est ce qui est dans le titre. 2021 pour le texte. Donc peut-être qu'on aura un tome 4. Je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu Amelia Fang et le bal barbare, donc c'est le tome 1 de Laura Ellen Anderson, et j'ai bien aimé. J'ai pas autant aimé que ce que je pensais,
Mais c'était chouette. En gros, on va suivre Amelia Fang, qui est donc une petite vampire et qui vit avec ses parents dans une espèce de manoir. Et donc on est dans un univers où ils vivent la nuit, parce que ce sont des vampires, et ils dorment le jour. Donc, et il y a le fameux bal barbare organisé par sa mère chaque année. Amelia déteste ce bal parce qu'il n'y a que des adultes qui y sont invités. Elle est obligée d'y aller, mais du coup, c'est la seule enfant, c'est la seule personne de son âge et elle se fait clairement chier, tu vois. Et en fait, ce que j'ai trouvé bizarre dans ce bouquin, c'est que le bal a lieu qu'à la fin. Tout ce qui se passe dans le bouquin, c'est plus ou moins lié au bal, effectivement, mais on suit pas la soirée du bal dans le bouquin en fait. On suit plein d'événements qui se passent avant et qui vont mener au bal, puisque de toute manière, quand le livre démarre, le bal est dans 2 jours. Tu vois, c'est même littéralement la première phrase, je crois. Voilà, enfin l'une des premières phrases c'est Drake, mon ténébreux, savez-vous que notre bal barbare annuel a lieu dans tout juste 3 nuits. Vous voyez, donc il se passe pas non plus 15 jours avant que le bal arrive, mais les 3/4, si ce n'est 90% du roman, il n'y a pas de bal, tu vois. En gros, toute l'histoire tourne autour donc d'Amelia qui n'aime pas trop ce bal, et du roi de cet univers, et du prince de cet univers, qui, pour la première fois depuis très longtemps, ont accepté l'invitation et vont aller à ce bal-là. Et peu de temps avant le bal, donc 2 jours avant, la mère d'Amelia invite le roi et son fils chez eux pour un petit dîner en tête-à-tête, en gros, enfin en petit comité, vous voyez. Et elle demande à Amelia, en gros, de se rapprocher du prince, de l'aider, de le guider, etc. Et dans le même temps, le prince va intégrer l'école dans laquelle est Amelia et elle est chargée, pareil, de le guider, de l'aider, etc. Sauf que le prince est exécrable, il est insupportable, il se comporte comme un gamin en fait. Alors il est pas très vieux non plus, mais il se comporte vraiment comme un gamin pourri gâté. Et son père ne dit rien, ne fait rien, enfin genre... son gamin il fait ce qu'il veut, s'en balèque, tu vois. Alors en plus il est prince, donc en plus il a le statut qui va avec, donc c'est assez catastrophique. Et puis voilà, c'est ça qu'on va suivre, un petit peu l'amitié qui se construit malgré tout entre Amelia et ce prince. Et puis il y a aussi toute une histoire, en fait l'univers est inversé, c'est-à-dire que nous on suit les vampires qui ont peur des licornes ou des fées. C'est assez drôle, c'est assez bien fait, je trouvais ça très cool. Et donc il y a toute une histoire entre ces deux mondes-là, le monde du jour et le monde de la nuit. Et puis il y a pas mal de révélations qui sont faites. J'ai trouvé ça vraiment très chouette, c'est pas mal illustré et l'univers est assez cool. J'adore ce genre d'illustration assez simple et en noir et blanc. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je lirai la suite, c'est sûr. C'était pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais, que ce que j'espérais, mais ça se lit quand même très bien. Ensuite, j'ai lu Madame Pamplemousse, le café a remonté le temps, donc c'est le tome 2 de Reaper Kingfisher, et franchement, j'ai adoré ce tome 2. Vraiment, je l'ai dit dans le dernier update graphique notamment, j'ai du mal avec tout ce qui est retour dans le temps, voyage dans le temps, etc. etc. Mais en fait, des voyages dans le temps en tant que tel, ça me dérange pas. C'est juste quand le temps ne s'écoule pas de la même manière pour moi que pour les personnages, que là j'ai du mal. Mais si on a un personnage qui est en 2024, qui fait un voyage dans le temps jusqu'en, je sais pas, 1942, au hasard, et qu'une fois qu'il est là-bas, le temps s'écoule de nouveau de la même manière, et qu'il revient en 2024, je sais pas s'il est resté 2 jours en 1942, il revient en 2024 2 jours plus tard, ça me va à peu près, tu vois, vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est le cas, et franchement j'ai préféré ce tome 2 au tome 1. Le tome 1, je me rappelle avoir mis quand même du temps à le lire. Il me semble que je l'avais lu sur un 7 jours 7 livres. Mais dans mon souvenir, j'ai vraiment galéré à lire. J'ai vraiment mis du temps. Là, j'ai le sentiment de l'avoir lu vraiment rapidement. C'était vraiment cool. Et on suit ici les mêmes personnages que dans le tome 1. Alors, il y a quelques mini-rêves qui sont faites au tome 1. Mais vous avez clairement pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire ce tome 2. En gros, ici, on retrouve notre personnage principal qui s'appelle Madeleine et qui est une enfant de 12-13 ans. Avec Madame Pamplemousse, donc qu'elle a rencontré dans le tome 1. C'est quand même un peu mieux d'avoir lu le tome 1 avant. Elle va vivre une nouvelle aventure. En gros, dans ce livre-là, on t'explique au début qu'il y a donc un café qui s'appelle le Café du Temps Perdu, je crois. Comme ça. C'est pas le café à remonter le temps qui s'appelle, hein, c'est un autre nom, je sais pas pourquoi, mais c'est un autre nom. Et en gros, Madame Pamplemousse et l'homme qui tient le café ont créé une machine qui te permet de remonter dans le temps, enfin de voyager dans le temps.
Et Madeleine va débarquer là-dedans. En fait, Madeleine au début est chez elle tranquille et puis il y a une dame du gouvernement assez méchante qui débarque et qui, pour une raison totalement saugrenue, lui dit vous devez me suivre, vous allez aller en prison. Madeleine prend peur, Madeleine s'enfuit, se réfugie au café et à partir de là, l'homme va utiliser sa machine pour l'envoyer voyager dans le temps. Et le but c'est de sauver Paris de cette méchante dame du gouvernement qui a fait d'énormes transformations de la ville et qui est en train de détruire la ville de Paris. Donc, puisque ça se passe à Paris, je ne vais pas préciser. Franchement, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce tome 2. Je l'ai 1000 fois préféré au tome 1. C'était vraiment très chouette et la fin est vraiment très bien faite, c'est vraiment très cool. Franchement j'ai tout aimé dans ce tome, vraiment. J'ai le tome 3 et pour tout vous dire j'hésitais à entre guillemets enchaîner le tome 3 et le lire aussi pour le Pumpkin, mais je pense que je vais le lire pour le Pumpkin. Probablement pas en octobre, probablement en novembre, parce qu'à l'heure où vous avez cette vidéo, logiquement vous avez déjà eu l'appel du mois d'octobre, moi je ne l'ai pas encore tourné. Mais ouais, je pense que je vais mettre le tome 3 dans l'appel du mois de novembre parce que j'ai adoré ce tome 2. Voilà. Et enfin, j'ai tenté La prophétie des runes, le tome 1, La rouelle de feu de Catherine Cuenca. Alors c'est un peu ma faute et un peu la faute de l'univers, je dirais. En gros ici on est dans un univers de magie, on est dans la France mais il y a des années et des années, à l'époque où les Huns attaquaient. Alors du coup déjà premier problème pour moi, à chaque fois qu'il y avait le mot Hun, donc les Huns, le peuple des Huns, de citer, j'avais comme un homme de Mulan dans la tête. C'était un petit peu agaçant, je vous avoue. Je sais pas pourquoi mon cerveau associe les deux, tu vois, les Huns et Mulan. Et donc, du coup, j'avais comme un homme dans la tête. C'était absolument horrible à chaque fois que j'ouvrais le bouquin. Mais bref, et en gros, voilà, on est là. Alors, en fait, j'ai pas très bien compris le début de l'histoire. Mais j'y reviendrai pourquoi j'ai pas été très attentive au début de l'histoire. En fait, l'univers est quand même assez compliqué. Le style est... J'ai eu du mal en fait j'ai pas réussi à accrocher et à m'adapter au style. J'ai quand même un petit peu insisté, je sais plus combien de pages j'ai lu, 39, c'est pas énorme de nouveau, mais j'ai vraiment essayé de m'accrocher, essayer d'avancer, mais en fait au bout d'un moment, devoir me concentrer sur les phrases et sur le style, alors que justement j'essaye d'oublier le style pour comprendre l'histoire, ça marche pas, ça coince. En gros on est dans une partie de la France, a priori dans le nord, parce que j'ai compris. Et les Huns sont dans les parages, ils vont attaquer. Et nous, on suit une espèce de forteresse, comme ça se faisait, comme ça existait à l'époque. Vous voyez, il y avait la forteresse, les murailles autour qui abritent une partie du village, et puis d'autres gens à l'extérieur des murailles. Et nous, on va suivre une espèce de petite milice qui est dehors dans la forêt en train d'essayer de convaincre les villageois qui vivent en dehors de ces murailles de rejoindre le château. Pour être à l'abri des Huns. C'est ça qu'on suit. Et en fait, j'ai pas très bien compris parce que j'ai un problème avec les prologues. Vraiment, plus ça va et moins je les lis. Parce que en fait, ça m'agace de devoir commencer le prologue, essayer de comprendre ce qui s'y passe, de quoi on va me parler. Et bim, le prologue est fini, le chapitre 1 commence. Le chapitre 1 n'a strictement rien à voir avec tout ce que je viens de lire dans le prologue. Ça m'agace, ça me fatigue. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils écrivent un prologue qui n'a strictement rien à voir avec le début de l'histoire? Vraiment, c'est un truc qui me dépasse. Je n'y arrive pas. Et du coup, je fais l'effort. Je commence le prologue, j'essaye de comprendre ce qui se passe, où on est. En l'occurrence, dans le prologue, on est avec un roi qui va tuer son fils, sans faire exprès. Enfin bon, bref. Et une prophétie va être dictée suite à la mort de ce prince. Comme quoi, le prince va revenir parce que c'est lui qui doit sauver tout le monde, donc il ne peut pas mourir. Ok. Moi, je m'attends dans la suite de l'histoire à suivre ce prince. Soit avant sa mort, soit après sa mort, tu vois. Mais à un moment donné, pas du tout. On suit du coup cette femme avec 3-4 hommes à cheval dans la forêt en train d'essayer de sauver les villageois. C'est quoi le rapport entre les deux? En fait, mon cerveau est bloqué sur c'est quoi le rapport entre les deux et il n'arrive pas à juste lire l'histoire de cette femme et de ses villageois. Moi, je suis bloquée. C'est qui ce prince? C'est qui ce roi? C'est quoi cette prophétie? Pourquoi on en a parlé? C'est quoi le lien avec tout ça? Je n'y arrive pas. Vraiment, je vous jure, j'y arrive pas. Et du coup, de plus en plus, je lis pas les prologues, comme je disais. Mais celui-là, je l'ai lu parce qu'en fait, il y a des dates au début. Et
la date du début du prologue est avant la date du début du chapitre 1. Donc je me suis dit, ça se passe avant, ça va pas me spoiler, parce que des fois le prologue il se passe après aussi. Je comprends pas. Donc je peux le lire. Sauf que du coup je suis complètement perdue parce que ce que je m'as proposé dans le prologue ça m'intéressait, j'avais envie de le suivre, j'avais envie de comprendre ce prince, ce roi, cette prophétie, ça avait l'air très chouette. Et puis d'un coup bim, je me retrouve avec les 1, des villageois qui veulent pas partir chez eux alors qu'ils risquent de se faire massacrer, une femme qui essaye de les convaincre, et puis qui rentre chez elle, et qui parle de cette prophétie mais comme si elle n'y croyait pas. Et puis tout ça avec un style que je trouve très lourd et auquel j'ai pas accroché, j'ai eu énormément de mal à comprendre les phrases, à comprendre les mots. Je trouve les tournures de phrases pas du tout fluides, pas du tout faciles à lire. Vraiment j'ai bloqué dessus, j'ai buté vraiment. J'ai posé le livre quelques jours, j'ai lu autre chose, j'ai lu Le Café à remonter le temps et puis j'ai essayé de le reprendre et ça passe pas. Vraiment je n'y arrive pas, ça coince. Donc je me suis dit je ne vais pas m'acharner, ça ne sert à rien. C'est pas la fin du monde, je le lis pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.